دونك الزول في الأوهان الزول وإذا غادي يسمح لي السان الزول يقبيليين عندما مثلا دونك تنمارس كل واحد يتابع تنمارس هنا الكلية الوغ لقد زرموك بلي les خراطة في Fgaïs, des informations circulent ici et là sur une rafle de militants qui seraient en train de se faire en ce moment même à Kharata. Ce n'est pas innocent le choix de cette répression, puisqu'aujourd'hui c'est le jour de l'anniversaire du soulèvement pacifique 2019, celui qui se propagera le 22 février pour gagner tout le territoire Kabyle. On revient donc avec plus d'informations sur cette affaire. زعما هذه هو الناس اللي خدمن في خوانا الكلية. دونك هنا ثورا هنا ندير خواوش تنيا بيان سور القبائل كان يتساوون على الحبس نتساون. لي الحاجة هنا تري امبورطونت هي مثلا اكو جابيل tous les jeunes المعارض دين ربي محمد هاك نتلا تيري une marche populaire 17 février 2022 ذي تيزين ثلاثة على ما بريغاد جوندارمري رواضي. دونك ما إلا وامش أتروحهم تسوتونيم تعاونم خطر طاسي تساوين زوال ما تعرف المؤمن كفان تساوين ان بو بارتو. دونك تيري مارش le régime illégitime algérien intensifie les rafles et les kidnappings des militants kabyles. Aujourd'hui, vers 16h30 à Tizi Ouzou, à Tizi Ntlata plutôt, c'est le jeune Lounès Sid Saïd qui a été arrêté par des gendarmes civils menottés et embarqué dans une voiture 4x4 escorté 05 Batna déjà, escorté par deux 4x4 de la gendarmerie coloniale algérienne. Il a été conduit à la brigade de Wadi. Une marche pacifique aura lieu demain, le 17 février 2022, de Tizi Ntlata vers la brigade de gendarmerie et Wadi à 10h30. L'union, la solidarité et la mobilisation demeurera une nécessité, voire une urgence pour mettre fin à cette injustice que le régime criminel algérien exerce sur le peuple kabyle. Donc, Zakshishagin, Ibouin, Dizizin Tlata, مازال des jeunes comme ça, نرفد كان نرفد وخلاص. بون شادني ثورة عندنا رنو شرا شغال النظام عندنا شغال النظام زرما كل تكيس نبيلة جحنين né en 1965 à Fgaïs, architecte de formation, militant de la démocratie, la laïcité des droits de l'homme, président de l'association Théaré Netamatos, Kiri de la femme, membre du MCB, mouvement culturel. Elle a été assassinée à l'âge de 30 ans à Tizi Ouzou le 15 février par un groupe terroriste. Et on a protesté contre les agressions faites aux femmes. Et à ce moment-là, personne n'osait en parler. Et là, je disais donc à ce moment-là, c'est-à-dire que ces hommes-là, mais je parle même des démocrates, hein, je ne parle pas uniquement des gens du pouvoir, parce que le laxisme du pouvoir, c'était clair. Et toute notre bataille, en fait, entre 89 et 92, c'est-à-dire avant les élections, on s'adressait au pouvoir. C'est-à-dire on disait halte au laxisme du pouvoir. Il n'y avait aucune prise de décision, ni jugement, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un silence total autour des affaires d'agression féminine. Et par la suite, c'est-à-dire que même les partis qui s'étaient déjà constitués,
et qui se disaient démocrates et qui se disent démocrates aujourd'hui ne parlaient pas de ça de façon claire et de façon franche et ne soutenaient pas toutes ces questions-là, c'est-à-dire de façon claire. Et là, on les interpellait sans cesse et on les interpelle aussi jusqu'à présent. Et je rappellerai que la violence pour les femmes, ce n'est pas du tout nouveau. Les femmes ont été assassinées pour des crimes d'honneur. Et jusqu'à présent, jusqu'à dernièrement, dans les villages, il y a eu des femmes, on a eu écho de femmes qui ont été assassinées. Et ça, il y avait même une femme de l'association qui, en 92, a été assassinée par son frère. Et ça, bon, c'est des crimes d'honneur. Et ces crimes d'honneur ont toujours existé en Algérie. C'est pas du tout un fait nouveau. Maintenant, c'est vrai que c'est une autre... c'est-à-dire que politiquement, c'est une autre situation. Mais je veux dire, dans le vécu des femmes, ça a toujours existé. La violence a toujours fait partie de nous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes réagissent. C'est-à-dire qu'à chaque situation, et pour la mort de Djaout, ou pour la mort pour tous les assassinats qu'il y a eu, même pour les assassinats dont on n'a pas entendu parler, parce qu'il y en a eu plein aussi qui n'ont pas été médiatisés, et pour toutes les femmes qui sont mortes aussi, les femmes ont pleuré, les femmes ont réagi, et c'est pour cela qu'on les retrouve dans les marches et qu'on les retrouve en avant, en fait. Par rapport au crime, moi je dirais une chose, c'est que le fascisme, ou le crime toujours, c'est-à-dire où le crime ne fait pas de différence dans sa cible. Moi je ne comprends pas pourquoi on dit, c'est-à-dire actuellement, pourquoi on va jusqu'à tuer des femmes. C'est-à-dire que c'est encore une fois finalement, c'est-à-dire que d'un autre point de vue, ne pas reconnaître que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Et je crois que tous les crimes, c'est-à-dire que ce soit à travers les guerres ou à travers les pouvoirs fascistes, etc., ils n'ont pas fait de différence dans la cible. Ils ont tué des enfants, ils ont tué des femmes, ils ont tué des hommes, ils ont tué en fait tous ceux qui les dérangeaient. Ils ont même détruit des villes entières, etc., etc. Et je crois que c'est dans la logique du crime et c'est dans la logique du terrorisme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on tue tout ce qui dérange, tout ce qui peut nous déranger. Voilà, donc elle a été assassinée à l'âge de 30 ans à Tizi Ouzou le 15 février 1995 par un groupe, enfin par l'État algérien, je ne vais pas dire terroriste parce que c'est l'État algérien qui tue, c'est l'État algérien qui a fabriqué ce terrorisme, c'est l'État algérien. Il m'a avoué que quand la première fois il a rejoué avec Je vais vous donner aussi... c'était un kiff instantané parce que voilà, il pouvait rejouer comme avant, il n'y avait plus son handicap dans sa tête. Donc, la force des Kabyles face à l'État algérien. Donc, un exemple de personne mutilée par l'État meurtrier algérien. Cet homme est tombé aveugle et venu se faire soigner en France où il est resté aujourd'hui. Il fait partie de l'équipe paralympique et a été médaillé. Il a fallu que l'État le mutile pour qu'il fasse carrière. C'est tout de même pitoyable. Bonjour Théo. Bonjour. Vous nous proposez toujours des rencontres avec des personnes qui ont fait leur résilience par le sport. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes ému. En effet, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui m'a vraiment touché en plein cœur. J'ai eu le privilège de le rencontrer, d'échanger avec lui pendant près de 3 heures. Il m'a bouleversé comme jamais, ça a été un véritable choc. Et je tiens d'ailleurs à remercier Catherine Cabrol, qui est une photographe et qui est impliquée dans l'association Libre Vue. Et c'est elle qui nous a mis en relation avec cet homme-là. Alors cet homme, c'est Hakim Areski, un joueur international français de cécifoot, donc du foot dédié aux non-voyants. Ouais. Un palmarès impressionnant, championnat d'Europe en 2009, finaliste des Jeux paralympiques en 2012 à Londres, vice-champion d'Europe en Italie en 2013. Ouais. Il sourit. Ouais, enfin justement, faut faire attention. Faut faire attention, faut pas se fier aux apparences. Il a aujourd'hui 37 ans, mais sa vie fut tout d'abord une vraie tragédie. Hein. Je vais vous expliquer, ça se passe dans son pays natal, l'Algérie, plus précisément en Kabylie. Nous sommes en 2001 lors d'une manifestation étudiante.
Pour réprimer cette manifestation, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles dans la foule. Malheureusement, Hakim a été touché. Une balle explosive est entrée dans sa tête. Une seconde a atterri dans sa cheville droite. Elle a littéralement explosé. À ce moment-là, il avait 18 ans. Pour vous donner une idée, il y a eu 127 morts, des milliers de blessés. C'était une boucherie. C'était complètement horrible. Du coup, il est transféré à l'hôpital. Mais le plus fou, le plus dégueulasse dans cette histoire, c'est que les hôpitaux avaient comme consigne du gouvernement de ne soigner aucun blessé et de laisser aucun témoin. Je vous laisse imaginer ce qui se passe à ce moment-là. Alors, heureusement, son père, qui habite en France, qui est tout à fait conscient du drame que vit son fils, décide d'aller le chercher pour le faire rapatrier clandestinement. C'est ça. En fait, un long calvaire commence parce que du coup, il est rapatrié en France. Il y a 2 heures de vol. 2 heures de vol, ça paraît, ça reste relativement court. Quand on est grièvement blessé comme ça, voilà, sauf quand on a une balle dans la tête, une cheville totalement explosée. En plus de ça, il doit faire les 2 heures de vol assis comme tout le monde. Il n'a pas de brancard, rien. Il est assis. Du coup, il perd connaissance plus d'une dizaine de fois. Son père est obligé de le réanimer dans l'avion. Il m'a confié justement que la seule fois dans sa vie où il a eu envie de mourir, c'était pendant ces 2 heures d'avion. Alors quand il arrive en France, il est pris en charge très rapidement. Ouais, c'est le petit bonus en fait dans son histoire. Il est attendu à l'aéroport d'Orly par sa belle-maman qui avait fait le nécessaire administrativement. Elle avait prévu les hôpitaux, etc. Et quand il arrive en France, il y a une espèce de soulagement pour Hakim parce qu'il peut enfin s'allonger dans un brancard. Sauf qu'il faut se dire que Hakim a perdu la vie, ses 2 nerfs optiques sont détruits. Il a perdu la vue. Non, c'est un bâton, il n'a pas perdu la vue. Il a perdu la vue, pardon. Et du coup, il se trouve dans un brancard, il voit plus rien. Et en fait, tout le monde autour de lui parle une langue étrangère. Et pendant 3 mois, écoutez bien, pendant 3 mois, il s'est cru mort tout simplement parce qu'il voyait plus rien, il comprenait pas ce qui se passait autour. La seule source qui le ramenait à la vie, en fait, c'était quand son papa venait le voir à l'hôpital. Et après, il y a la longue rééducation. Voilà. Durant plus de 6 mois, il a été dans un centre de rééducation à Marly-le-Roi dans les Yvelines. Ensuite, il est allé dans l'Institut des jeunes aveugles à Paris. Il a progressé de plus en plus. Et entre-temps, il est retourné en Algérie pour retrouver ses proches, son frère, ses 2 sœurs, tout le reste de sa famille. Ça lui a fait un bien fou. Mais il y avait aussi un petit côté frustrant. Voilà, donc vous avez compris, l'État algérien, les 129 personnes, les jeunes nés, la plupart صدر غلنتن وإذ نغنتن وذاك صدر يدار غلنكني ils ont donné l'ordre باللي نتصوانينا لي زوبيتو يبوثي دفافاس دي لافيو وحدس أكني يدار غل قريب يموت داخل لافيو بعد يبدأ فرنسا صوانيين في فرنسا سيني وكي ذراون عيسى وكي الصح هذيك الشمن الجنة نقول هذا مثلا أسدي الضباط ولا طرينك أشار تفضل شقعنا يدري ماسك gratuit voilà le ministre solidarité de la santé وقلت صطفنا راه كوز الطباس فهمت تشكي انا يقدرون النوتيس la diffusion du variant Omicron et le niveau très élevé atteint par la vague de contamination de janvier 2022 nous impose de poursuivre notre effort collectif pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. Pour cela, nous devons continuer à nous protéger les uns et les autres et mettre en œuvre les gestes barrières. Parmi ces gestes, le port du masque est essentiel. Donc les masques gains, c'est des masques vous trouverez dans cette enveloppe un lot de masques réutilisables de catégorie 1 dont le taux de filtration est supérieur à 90%. راون عيسى استبعد يعربوا بنتو رحت خوازور رحت تسلحوا خوازور اين وشي وقع استبع ما يسمس اين ماشي دويدي يخدمني اين الهان راه استبع ما ندويدي ونصحفا نطاق ورضا الرقماس اين دويدي ونصحفا نين نديري اين دويدي يوني كسنا كالنوني ونكسن تامورت من استفهم اين ماشي دويدي يفهمن ويدي ساعه قرنسن ويدي وني قارني كيف تخدم افونسي ترجع تتبع ثاني مرتنون احد حلو في اللون لا بروشين